Puis nous avons une responsabilité historique, morale. L'Europe d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Europe d'il y a 3 ans. Elle est beaucoup plus claire dans sa tête. On voit que l'Europe, elle est plus efficace que les États-Unis. Qu'est-ce qui, selon vous, faisait un bon dirigeant? Visionnaire. Vous avez l'air d'être très optimiste et donc c'est bien parce que ça nous rassure un peu et je pense que ça rassure un peu ma génération qui peut-être qui doute un peu de l'Europe, etc. Quelle est la population des États-Unis? 350 millions. Voilà. Et la population de l'Union européenne, ensemble? 500 et quelques. 550 millions. Combien le Congrès américain il a besoin pour passer une législation? Si on relativise un peu les procès, on voit que l'Europe, elle est plus efficace que les États-Unis. Même si nous sommes beaucoup plus fragmentés, parce que finalement, pourquoi c'est acceptable pour les États-Unis, pour le Congrès des États-Unis, dans nos yeux acceptable, d'avoir un centre bureaucratique à Washington DC et pas à Bruxelles? C'est la même chose, effectivement. Et puis, il y a une autre chose qu'il faut comprendre. Malte, pour mettre sur les étages à Monoprix à Paris, c'est produit. Mais pour faire ça, il faut avoir un level playing field, un niveau, un standard. Donc, pour avoir ces standards, c'est important pour l'Union européenne d'avoir des réglementations. Sinon, à quoi ça sert? Peut-être trop dans la réglementation. Pourquoi trop? Cette réglementation permet aux sociétés maltaises d'exporter vers la France exporter vers l'Espagne, l'Espagne vers Malte. Donc, c'est le level playing field. Oui, mais l'Europe ne se suffit pas à elle-même. C'est-à-dire? Par exemple, on me parlait beaucoup de la guerre en Ukraine, sur les questions énergétiques, du gaz, etc. Sur le plan international, on voit que l'Europe est très pacifiste. Certes, c'est le marché européen, c'est les plus gros importeurs et exporteurs. Mais sur le plan et sur la scène internationale, on est sur les États-Unis et la Chine qui dominent. Et je vous donne le sentiment de beaucoup de gens, qui est que on se trouve que quand on voyait par exemple sur les réseaux sociaux, c'est une photo qui a été beaucoup partagée, moi je l'ai vue un peu partout sur LinkedIn, où on voit beaucoup de dirigeants de pays européens assis devant Donald Trump dans le bureau ovale. Il y a beaucoup de critiques, on a le sentiment qu'ils sont un peu infantilisés par la figure paternelle américaine. C'est un sentiment qu'on a beaucoup sur beaucoup de questions, sans rentrer dans des termes techniques, mais par exemple, moi à l'université, on me dit souvent, par exemple, sur la question de la data, etc. Vous avez l'air d'être plus optimiste, alors c'est bien, parce qu'on entend un discours qui est un peu plus optimiste. Edouard va rajouter quelque chose, et après on vous laissera répondre. Oui, mais vous n'êtes pas inquiet parce que tout de même, l'impression qu'on a sur la scène internationale, c'est que cette lenteur de la négociation, de la discussion, qui, je vous l'accorde, fonctionne et permet à 27 pays de fonctionner entre eux, mais qui est lente et donc qui ne répond pas facilement aux problèmes. On voit de plus en plus émerger de nouvelles techniques de leadership, comme Donald Trump, qui donnent l'impression d'une verticalité directe. Est-ce qu'on n'est pas voué dans les prochaines années à retomber dans une verticalité? Si nous voulons ça, ça va arriver. C'est nous qui faisons les choix. Je ne parle pas de Donald Trump, c'est vrai, c'est ce que vous dites, absolument vrai. Finalement, c'est nous qui décidons qui nous gouverne. Pour moi, c'est ce que je pense, c'est aller en arrière, et puis nous avons une responsabilité historique, morale. L'Union européenne, elle existe pour assurer la paix et la prospérité. Et ça, nous l'avons acquise. Moi, j'ai vu mon pays changer devant mes yeux dans 20 ans, l'adhésion à l'Union européenne. Changer. Aujourd'hui, moi, en tant que citoyenne européenne maltais, j'ai beaucoup plus de pouvoir sur mon gouvernement qu'avant. Ça, c'est l'Europe. C'est un concept qui est né de la disparition des guerres. Et ça nous a permis d'investir dans l'économie. On a créé le marché le plus grand du monde, effectivement. Les conséquences de la guerre. Voilà, c'est commencé tout ça. Mais les change-temps et l'Europe change aussi. Maintenant, si nous voulons plus de verticalisme, nous allons dans cette direction. C'est l'électorat qui décide. Par la magie du montage, Jade s'est transformé en Neil Griffin, également étudiant en droit avec nous, qui voulait vous poser une question.
Déjà, bien bonjour monsieur l'ambassadeur. Je vais vous faire une question très personnelle, donc ça colle par rapport à moi. Je suis un étudiant qui a 3 nationalités. Donc j'ai la nationalité irlandaise, britannique et française. Et j'ai trouvé l'information, je trouve assez drôle, c'est que le maltais, c'est la seule langue sémitique de l'Union européenne. Merci pour qui mélange justement l'arabe, l'italien et l'anglais. Et donc je voulais vous demander, parce que à titre personnel, je trouvais ça intéressant, qu'est-ce que ça vous apporte, cette richesse linguistique? C'est la question que vous adorez ou c'est le cadeau? C'est tous les deux. La recherche, mais Vera m'a apporté ça, j'adore. Je comprenais pas, je me suis dit pourquoi tant d'emballement sur une question sur la langue maltaise. Voilà. Je me suis dit c'est beaucoup. J'ai fait un lien, petit passerelle, avec l'introduction, et c'est ce que vous venez à dire, que c'est une question pour moi très au cœur. Malte, c'est la cœur de la Méditerranée. Et s'il y a un élément maltais qui personnifie l'existence de Malte, c'est notre langue. C'est sémitique à base, influencé par l'italien, naturellement, le voisinage, l'anglais, 250 ans de colonisation, mais aussi le français, que c'est une couche importante dans notre histoire. Aujourd'hui, c'est le 5, en anglais, on a le numéro Hamsa en maltais, mais on l'utilise très peu. Novembre, en italien, 2025. Donc, dans la date, je devais dire, aujourd'hui c'est l'herba, arabe. Mercredi, c'est l'herba, en maltais. Juste dans la date, on utilise l'italien, l'arabe et l'anglais. Et ça capture l'essence de la Méditerranée. C'est la seule langue officielle de l'Union européenne sémitique. Elle est écrite par l'alphabet latin, mais on montre cet esprit maltais notamment, mais aussi l'esprit européen, qu'on est disposé à négocier, à comprendre. Et c'est ça qui, en tant que diplomate maltaise, c'est ça qui me donne notre langue. Si j'rencontre des collègues du monde arabe, je peux communiquer avec fatigue, je dois dire, parce que c'est langue sémitique médiévale. Finalement, ça montre un peu l'esprit maltais au cœur de la Méditerranée, mais vraiment uni avec les 2 côtes de la Méditerranée, le côte sud et le côte nord. D'ailleurs, il a 3 nationalités, mais en tant qu'ambassadeur, ce serait difficile d'avoir 3 nationalités. Ce serait d'ailleurs peut-être impossible même. Est-ce qu'aujourd'hui, pour moi, en tant qu'Européenne, j'ai besoin de notre nationalité? Je suis européenne. Je suis maltais, je suis né à Malte, élevé à Malte, ma culture elle est maltaise, mais finalement, je suis très fier d'être européenne. Juste comme ça pour savoir, sans s'étaler, dans tous les pays que vous avez vécu, dans quel pays où vous avez trouvé que la vie était le plus agréable? Alors, je dois éliminer la France parce que la France, elle a monopole sur sa beauté, sur son élégance, sur son histoire, sur sa culture. Mais c'est difficile à dire en fait, parce que chaque pays a quelque chose de tellement précieux dans mon cœur. Donc, les États-Unis, c'est une expérience. La Russie aussi. La Russie, j'admire la Russie, la culture russe, la musique russe. Shostakovich, Tchaïkovski, les grandes soirées froides avec la neige, mais aussi les débats avec les artistes, avec les étudiants russes. Donc, aux États-Unis, un autre type de débat. Donc, c'est difficile à dire voilà, c'est mon séjour préféré. Je peux dire des éléments sur chaque pays, mais oui, s'il y a un pays qui vraiment m'inspire, qui me motive, c'est la France. Par son histoire, par ses philosophes, par sa littérature, sa musique. L'Italie aussi, parce que l'Italie et la France sont tellement voisins dans leur existence que c'est difficile à faire des distinctions des fois. Finalement, vous parliez du fait que le maltais était la seule langue sémitique, aussi parce que Malte, au fond, est à la frontière entre l'Orient et l'Occident, et donc a connu la grande division du monde, qui aujourd'hui s'est affaiblie. Vous diriez qu'aujourd'hui, quels sont les 2 pôles idéologiques du monde? Comment est-ce que vous diviseriez le monde dans votre esprit? Le monde, actuellement, il est divisé artificiellement. Notre existence actuelle, 20-25, on a pris tellement de toutes nos histoires. Si on veut, on peut éviter des erreurs. On se trouve dans une situation où, sur notre continent, il y a une guerre. Il y a des résistances, compétition
entre la Chine, les États-Unis, l'Europe, la Russie, qui a trouvé un allié, une orbite un peu spéciale, elle est vraiment divisée. Mais avec toutes nos leçons d'histoire, est-ce que nous devons expériencer ça? Est-ce que nous devons, cadre multilatéral, les Nations Unies, nous l'avons construit pour mettre ordre dans ce monde? Est-ce que cet ordre doit être challengé, défi? Il y a des divisions, c'est vrai. On critique beaucoup l'Europe, mais l'Europe, elle est forte. Soyons clairs, l'Europe, même dans une situation actuelle, elle reste forte. Il reste des ambitions. Peut-être grâce à vous, on aura des autres rêves européens. On entend beaucoup de critiques, mais quand même, il faut chercher aussi et regarder d'où on est parti, où on est arrivé. Il faut apprécier ça aussi. Cet ordre mondial, qui finalement a pendant longtemps quand même bien tenu, en tout cas en Occident, s'est retrouvé quand même un peu brisé par le fait qu'il y ait une guerre en Europe. Malgré cette invasion russe, est-ce que vous restez confiant dans le cadre multilatéral qu'on a mis en place juridique, ou est-ce que vous pensez qu'il va avoir du mal? Oui, parce que je suis confiant. Ces dernières 3 années, depuis la guerre en Ukraine, on a vu des pays comme le mien, comme la France, beaucoup d'autres pays investir plus, insister, défendre ce modèle. Tous les pierres de ce monde, ils vont passer. Ils vont passer. Tout le monde a un shelf life. Il y a une date d'expiration. Mais c'est ce qu'on a créé, il va rester. Et ça, c'est une opportunité de fortifier le cadre multilatéral. On voit, la France a pris certaines initiatives exactement pour fortifier cette situation. Donc moi, oui, je suis confiant. Alors, est-ce qu'on n'aura pas de problème? Non, on aura des problèmes, certainement. Mais est-ce qu'on sera capable de confronter ce défi? Et là, je suis confiante. L'Europe d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Europe d'il y a 3 ans. L'Europe d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus claire dans sa tête. Et ça va être encore plus clair dans le temps. C'est l'effet de renforcer l'Europe. Ben voilà, chaque chose, comme c'est un principe base en fait de physique, for every action, there's an equal and opposite reaction. Ben, on voit la réaction européenne, et là, ça m'encourage, ça me motive. Mais il y a des défis. Je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas optimiste, je suis réaliste. Et je suis réaliste parce que je vois les efforts. Ils sont lents, oui, mais ça demande certaines précautions, ça demande une construction. Et la construction, elle est lente de son nature. Mais on voit ces efforts, on voit les initiatives européennes et on voit déjà certains résultats. On est déjà dans une situation où on a commencé notre marche. On va entamer la phase de conclusion parce que vous avez un agenda et qu'il va falloir le tenir. J'ai une autre soirée ou un autre jour. Mais nous, on revient quand vous voulez. 3 jours dans une journée. Quand il se réveille, il voit ses courriels commencent à répondre. J'ai commencé la journée après avec un petit déjeuner avec les ambassadeurs européens et votre ministre des Affaires étrangères. Après, on va au bureau. Là, mon assistante, qui est le meilleur investissement que j'ai fait depuis que je suis à Paris, elle vient avec les tâches de la jour mises à point. On continue et la soirée, il y a la 3e journée, les obligations du soir, donc des réunions, des réceptions qui ne sont pas des réceptions, sont du travail. Vraiment. Mais d'ailleurs, vous nous disiez justement qu'en fait là, comme je le répète, comme je l'ai dit au début de l'interview, on n'est pas à l'ambassade, on est dans votre logement de fonction. Et vous me disiez justement qu'avec cet emploi du temps très chargé, donc encore merci de nous accorder du temps, vous n'y étiez en réalité que très peu. Tout à fait, parce que ma journée, elle est longue. Et alors, quelle est la meilleure partie des 3 parties? La meilleure partie, pour moi, c'est tôt le matin. Pour moi, c'est tôt le matin quand je contrôle encore ces petites heures. Après, quand je rentre au bureau, impossible de contrôler les appels, les courriels. Le soir, il y a tellement beaucoup de choses, tellement beaucoup de conversations. Donc,
Oui, certainement. Et qu'est-ce que vous Je suis encore calme le matin. Et qu'est-ce que vous êtes dit en recevant notre courrier? C'était intéressant. Vous vous êtes bien présenté. J'ai vu par votre courrier que vous avez une vision claire. C'est clair que vous vous êtes bien préparé. On voit ça d'ailleurs par les questions que vous m'avez posées. C'était pas facile, hein? Mais j'apprécie beaucoup parce que finalement, certainement vous avez entendu ça, que demain, vous serez dans ma position. Demain, c'est beaucoup plus proche que vous le croyez. Vraiment, vraiment. Vieux, vous savez Non, c'est pas une question de vieillesse, c'est une question de vie. Si il y a un rêve dans vous, si vous allez à nourrir cet rêve, alors vous pouvez continuer à construire, pas seulement cette Europe, mais aussi la France, et donner au monde des contributions qui peuvent faire un grand changement. Avant d'entamer la conclusion, une notion qui m'a porté de voir avec vous, mais il y en a tellement, vous savez, on aurait pu parler d'art, on aurait pu parler d'énormément de questions. Et même sur votre vie personnelle, il y a des questions que j'ai pas osé vous poser sur la vie personnelle d'un diplomate avec votre emploi du temps. On sait que ça doit avoir des restrictions sur la vie familiale, mais c'est des questions qu'on n'a pas forcément eu le temps, même pas forcément osé vous poser. Mais une notion que vous nous aviez dit avant-hier lorsqu'on s'est vu pour préparer cette interview, vous m'avez dit l'Europe est le premier contributeur au niveau des aides au développement à de nombreux pays. Et vous avez dit, et parce que moi j'ai toujours eu un regard très critique, c'est-à-dire que souvent je vois passer sur les réseaux ou même différents modes de communication, oui, l'Europe a donné tant, ou la mairie de machin a donné tant, une mairie en France, pour l'eau dans un pays à l'autre bout du globe. Et c'est fou parce que j'avais un débat avec des membres de mon master récemment sur cette question, donc ils se reconnaîtront, je leur fais coucou. Je pensais qu'il n'y avait pas de rentabilité d'influence. Et vous m'avez dit, il y a 2 jours, il n'y a pas de dividende d'influence, et j'ai trouvé cette expression vachement cool. Est-ce que vous pouvez donner votre opinion sur tous ces aides au développement et sur ce que l'Europe en récupère de toutes ces aides? C'est une question importante pour moi. Vous avez constaté que moi, l'Europe, elle est très importante. Il nous manque juste une chose, c'est la confiance, je trouve. Je faisais mon master quand il y avait le traité de Maastricht. Ils ont décidé d'établir l'euro. Et je me souviens du débat, l'Europe a fait une autre proposition irréalisable. Et c'était réalisé. Elle était un peu chère. Et donc tout le monde critiquait l'euro parce qu'il disait faites revenir le franc français, la livre Malte. À l'époque, Malte ne faisait pas partie de la zone euro, mais le Deutschmark, etc. Parce que c'est cher et ça, c'est pas bon pour nos exportations. Après, il y avait la crise financière, l'inflation, donc la dévaluation de l'euro. Donc c'était bien pour les exports, mais personne ne disait ça. Nous, Européens, disaient toujours « Ah, voilà, c'est le coup de grâce pour l'euro, l'euro elle est faible, donc c'est la fin de l'euro. » Et ce n'était pas la fin de l'euro. Après, il y avait la deuxième crise de l'Islande, de la Grèce, et tout le monde disait « Heureusement, il y a l'euro nous a protégés. » Nous souffrons de cette manque de confiance en nous-mêmes. Pourtant, nous avons vécu ce miracle Europe, mais nous doutons toujours. Je vois des Français, j'ai le droit de dire ça parce que j'ai vécu plus dans tout le monde, donc je peux vraiment faire des comparaisons. La France, c'est magnifique, vivre à Paris, vivre dans le sud, c'est magnifique. Mais pourtant, j'ai des doutes si les Français, ils apprécient la France. Et moi, des fois, je veux dire, mais allez vivre ailleurs pour voir comment vous êtes bien ici, vous êtes gâtés. C'est vrai, en Europe, nous manquons notre confiance. Les Américains vont dire, voilà, les États-Unis, number one, c'est en Europe. Et je le sens. C'est pas parfaite, l'Europe, elle n'est pas parfaite. Bien sûr qu'elle n'est pas parfaite. Mais je déteste quand on voit que la négativité et on ne voit pas les résultats. J'ai un petit jeu pour vous qui s'appelle 5 questions en 5 minutes parce qu'il nous reste 5 minutes. Donc je viens de le créer et j'en suis très fier. Je vous les donne tout de suite. On va vous demander, pour conclure, l'anecdote avec votre chat. On va vous demander, vous, non ambassadeur mais président de la France ou de Malte ou de ce que vous voulez d'ailleurs, quelles seraient vos mesures, qu'est-ce que vous feriez? Et après, un livre et un film qui vous a particulièrement marqué. L'échec, c'est le résultat de mon expérience pendant la pandémie. J'étais coincé, j'étais isolé.
J'ai vu dans mon balcon ce petit chat qui était heurté par une voiture. À Moscou, il faisait froid, et je suis descendu à le cueillir. J'étais confronté par la police parce que c'était interdit de sortir. J'ignorais, ils sont venus, j'ignorais, j'ai parlé en anglais, j'ai pris le chat et je l'ai soigné. C'était la guerre, c'était difficile de trouver des vaccins européens. Je suis réussi grâce aussi à des diplomates européens qu'ils ont... Enfin, il est venu avec moi, je suis tellement fier de je ne pouvais pas l'abandonner. Moi, président, c'est facile à répondre parce que je ne ferai jamais un bon politicien et certainement pas un bon président. Et le livre et film le plus important, c'est difficile, mais un livre qui m'a marqué, et je le conseille, c'est, je ne sais pas le titre en français, mais c'est le Kite Runner, sur un jeune afghan, combien il a souffert. Le Kite Runner touche le cœur et change la vie vraiment. Alors j'aime beaucoup le Dead Poets Society, mais aussi Chocolat, c'est français, c'est un film français. Et enfin, la 5e, parce qu'il n'y en avait que 4, est-ce que vous comptez écrire vos mémoires? Certainement. Dans ma retraite, pour avoir plus de liberté, mais oui, mais certainement. Monsieur l'ambassadeur, au nom de toute l'équipe et de tout le monde, merci de nous avoir reçus. Un grand plaisir vraiment pour votre préparation, pour m'avoir donné cette opportunité. C'est vous de nous avoir donné cette opportunité. Qui va rester, éventuellement va être mentionné aussi dans mes mémoires.